Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Productive You. J'espère que vous allez tous très bien en ce début d'été. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super à la mode, le travail en mode hybride. Comment se mettre en ordre de marche? Alors c'est le sujet du moment, on en entend parler absolument partout, webinaires, articles, reportages, il n'y a plus que ça qui nous occupe. Et c'est tant mieux parce que effectivement c'est un sujet extrêmement important. Malheureusement, il semblerait que toutes les entreprises ne soient pas super prêtes et que dans beaucoup de cas, on ait juste une décision comme ça qui tombe du ciel sans avoir vraiment beaucoup d'explications pour les salariés. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans le sujet, on va parler définition. Qu'est-ce que c'est que ce mode de travail hybride? J'ai trouvé une définition que j'ai trouvée plutôt complète d'un journaliste anglais qui s'appelle Steve Hogarty. Le modèle de lieu de travail hybride est un type d'environnement de travail qui combine des aspects du travail à distance et du travail au bureau. Dans un lieu de travail hybride typique, certains ou tous les employés ont la liberté de choisir où et quand ils travaillent, en partageant leur temps entre le travail à domicile et le travail à partir d'un bureau central. Je trouve que c'est une définition plutôt correcte. Alors avançons. Pourquoi est-ce que c'est un sujet hyper important pour moi et pourquoi j'ai voulu vous en parler ? Alors comme vous le savez, j'ai passé pratiquement 30 ans à travailler dans ce qu'on appelle les grandes entreprises, dans le corporate, dans les entreprises internationales, avec des équipes à distance, très souvent à gérer. J'ai fait des milliers de conf calls en expérimentant les tout premiers systèmes à la fin des années 90, début des années 2000. Et je me suis rendu compte que voilà, très souvent on nous balance du matériel, on nous explique pas forcément comment ça fonctionne, on nous donne pas en tout cas les bonnes pratiques de l'utilisation de ce matériel et du coup on bidouille des trucs, voilà, c'est pas forcément toujours la façon la plus pertinente en tout cas de lancer des nouveaux systèmes. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'avec tout ça, ça nous faisait perdre beaucoup de temps. Les réunions galères, vous en avez tous connues. Moi, je me souviens de ces réunions hybrides, il n'y a pas encore très longtemps, où j'étais obligée de rester scotchée à un pauvre micro, un peu là comme sur la photo pour ceux qui nous regardent sur YouTube, avec la fameuse pieuvre où il fallait absolument que je reste collée au micro parce que sinon ceux qui étaient loin, à distance du coup, ne m'entendaient pas, ou ils recevaient mal les slides, il y avait des bruits de fond, on n'était pas du tout bien équipés, enfin bref, c'était une vraie galère, impossible de bouger, donc moi qui aime plutôt bien bouger pour exprimer, enfin voilà, j'ai besoin de... Vous voyez, là je suis devant la caméra, je bouge, là c'était impossible, et donc j'avais vraiment le sentiment à l'issue de ces réunions que les bons messages ne pouvaient pas passer correctement parce que voilà, matériel inadapté, locaux inadaptés, des salles de réunion absolument pas adaptées avec pas d'écran, donc on voyait pas les gens à distance, enfin bref, c'était une vraie galère. Et maintenant que je suis indépendante, comme vous le savez, et que je travaille donc, comme beaucoup d'entre vous, énormément à distance, je me dis que les gens vont évaluer mon travail, ils vont évaluer mes offres commerciales sur la base de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, et que du coup, c'est important, pour moi en tout cas, que tout cet équipement et toutes ces techniques soient bien maîtrisées, qu'on sache bien qui sont les personnes qui vont être là, physiquement, pas physiquement, enfin voilà. Donc c'est assez important, parce que pour moi maintenant, c'est un aspect, ça va avoir un impact direct sur mon chiffre d'affaires et sur la façon dont je vais pouvoir remplir mon frigo ou pas. Pour ceux qui sont salariés, c'est un petit peu différent, mais il s'agit quand même de se préparer pour passer du tout à la maison pour ceux qui y sont encore à une répartition différente du travail. Alors on va faire une série de podcasts, donc celui d'aujourd'hui c'est le tout premier, donc une série pour être prêt
à cette nouvelle méthode de travail. Donc on va parler aujourd'hui de la préparation individuelle. On parlera ensuite dans un prochain épisode des actions que les managers peuvent mettre en place, comment on va améliorer sa communication et pouvoir aussi mobiliser les équipes qui n'ont plus tellement l'habitude de fonctionner ensemble. Alors, à votre niveau, dites-vous, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Et je vous ai mis en petit sous-titre, là, sur le slide, anticiper. Eh bien oui, pour moi, on peut utiliser l'été pour préparer la rentrée au bureau. Un peu comme on va préparer la rentrée scolaire. Alors, la nouvelle vient de vous tomber dessus, vous savez qu'à partir de septembre, vous allez retourner au bureau 2 ou 3 jours par semaine, un peu comme tout le monde. Donc profitons-en pour bien se préparer. Et c'est pas juste une histoire de manager, c'est pas juste le manager qui doit faire quelque chose. Chacun a une part de responsabilité. Comme dans tous les domaines, ça fonctionne que si chaque individu du groupe est conscient que la réussite du groupe provient de l'ensemble des actions de chacun des éléments. Nous avons tous une responsabilité partagée pour faire que les choses se passent bien. Et comme je vous l'ai mis dans résumé, être conscient de la responsabilité individuelle dans la réussite collective. Alors, dans le monde idéal, tout est bien. C'est un peu comme le jour de la rentrée scolaire, tout le monde est prêt, on a son beau cartable, on a ses nouveaux habits, tout va bien, on a reçu pendant l'été, enfin, les parents ont reçu pendant l'été la liste des fournitures, tous les profs sont prêts, les plannings des cours sont faits, on a fait les travaux de peinture dans l'école, et hop, la rentrée va bien se passer. Alors là, c'est un peu une vision idéalisée de la rentrée scolaire. Tous les parents qui m'écoutent savent que peut-être que ça se passait comme ça quand ils étaient petits, mais que maintenant c'est beaucoup plus rare. Donc là, pour la rentrée au bureau en septembre, que va-t-il se passer? Est-ce que vous avez reçu des instructions claires? C'est pas sûr. Est-ce que les salles de réunion auront été équipées pour des réunions en mode hybride? Pas sûr non plus. Est-ce que les plannings de chacun auront été clairement établis? On ne sait pas. Et si j'en crois les conversations avec des clients, des prospects, des amis ou de la famille, c'est encore assez loin d'être le cas. On n'a pas forcément, ou vous n'avez pas été forcément consulté, et les salles de réunion, elles, par contre, on ne sait pas bien comment ça va tourner. Et assez curieusement, j'ai suivi plein de webinaires sur le sujet. On parle assez peu de la technique, mais encore une fois, si la technique elle n'est pas au rendez-vous, ça peut être un véritable frein. Si vous n'avez pas, comme je vous l'ai mis sur l'image, une belle salle de réunion où vous allez vraiment pouvoir voir les gens à distance correctement, leur donner la parole, etc., ce problème technique pourrait être considéré par certains de vos collègues, voire par vous-même quand c'est votre tour, comme une façon déguisée de vous faire comprendre qu'on est quand même mieux au bureau qu'à la maison. Et puis, vous pourriez vous sentir du coup exclu d'un certain nombre de discussions importantes parce que vous entendez mal, parce que le son est mauvais, parce qu'il y a des discussions de côté et que vous ne pouvez pas y participer. Donc ça serait quand même très 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 dommageable. Et puis, dans le monde idéal aussi, tout le monde a bien été formé, informé. Alors là, pareil, c'est pas forcément le sujet. Et pourtant, on devrait, dans cette nouvelle méthodologie, essayer de prendre le meilleur des deux modes, le meilleur du travail à la maison et le meilleur du travail au bureau. Voilà. Mais souvent, on a quand même l'impression que c'est une décision qui a été prise un peu comme ça sur un coin de table et qu'on verra bien à la rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait partie d'une équipe, on est donc tous acteurs et responsables de la réussite, de la mise en place de cette nouvelle façon de fonctionner. Alors, à moins que vous soyez partie des gens qui considèrent que le chef doit tout dire et ne surtout jamais se planter, mais surtout je veux pas participer, mais je veux bien critiquer, mais je pense que dans ce cas-là, vous ne seriez pas en train de m'écouter, vous savez que vous avez un rôle à jouer.
Alors moi, je vais vous proposer une liste de questions à vous poser pour préparer votre rentrée, donc vous-même, peut-être même commencer déjà à mettre le sujet sur la table avec votre chef et avec vos collègues. La première question à se poser, c'est quel jour? Parce qu'on peut vous dire 2-3 jours par semaine sans forcément vous préciser les jours. Ou alors vous donner des jours à titre indicatif, mais c'est à vous de réfléchir pour savoir ce que va être, quel jour vous allez choisir, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et la première chose à voir peut-être, c'est savoir si d'autres membres de votre famille vont aussi alterner comme ça des périodes de travail à la maison ou au bureau. Parce que ça peut être sympa de se dire, ben tiens, on va travailler tous ensemble ce jour-là, mais vous le savez, après les périodes de confinement, peut-être que ça peut avoir un impact sur la bande passante de votre informatique, enfin de votre internet ou de votre Wi-Fi, parce que vous n'êtes pas bien équipé, vous n'avez pas la fibre et ça passe pas. Ou alors vous avez un salon qui est pas très grand et que quand tout le monde est là en train de parler, dans les conf calls, etc., c'est problématique. Et les choses qui étaient explicables lorsque nous étions tous contraints d'être à la maison ne seront peut-être pas aussi tolérées lorsqu'on sera dans des jours choisis, voilà, dans toute conscience de ce qui se passe à ce moment-là. Il faudra aussi repenser certains engagements personnels. Beaucoup d'activités pour les enfants sont en train de reprendre en cette fin d'année scolaire, mais là, en septembre, normalement, ça va être branle-bas de combat. Tout le monde, pour le coup, va reprendre, tout va se remettre normalement tout en place, et là, ça va être un peu le gros chambardement pour tout le monde. Donc l'intérêt aussi à jongler entre les journées où je suis au bureau, je suis à la maison, mon mari, ma femme, etc., le cours de danse, le judo, le truc, enfin voilà, il va falloir quand même remettre tout ça un peu en ordre de marche. Donc autant y penser dès maintenant plutôt que de se faire une rentrée de septembre avec un stress absolu, pas de babysitter, rien, enfin bref, le beans total. On va pouvoir aussi se poser des questions sur les horaires de travail que l'on souhaite garder. Est-ce que votre employeur vous impose des plages horaires où vous devez absolument être connecté, et puis une partie de la journée où c'est beaucoup plus libre, ou pas? Vous ne savez pas, mais demandez. Et puis, sur cette question dernier des jours, une chose aussi qui peut, dans certains cas, être importante, c'est votre voisinage. Est-ce que vous avez le voisin qui passe la tondeuse tous les mardis, ça fait un bruit d'enfer, et vous pouvez plus vous entendre? Ou alors vous êtes dans une résidence où il y a des jours un peu spécifiques pour faire des gros travaux. Enfin voilà, c'est ce genre de choses aussi auxquelles on peut penser quand on va être à se définir les jours de travail. On peut aussi se demander quand est-ce que mes chers collègues sont au bureau? Puisque, après tout, si on retourne au travail, c'est pour être avec, au travail au sens bureau, c'est pour être avec ses collègues, en principe. Il serait quand même un peu ballot de vous taper 1 heure de bouchon pour finalement vous retrouver toute seule dans l'open space. À moins que ce soit effectivement ce que vous recherchiez. Mais en principe, on a envie, après ces 18 mois, de revoir ses collègues, de se retrouver, de pouvoir faire des activités au commun, d'aller prendre un repas ensemble, donc autant coordonner les agendas et en profiter pour se revoir réellement. Donc posez la question aussi à vos collègues pour que vous puissiez avoir des jours de retrouvailles. Question suivante, quelles activités vous allez faire lorsque vous êtes au bureau et lorsque vous êtes à la maison? Alors peut-être que vous allez avoir des activités qui vont dépendre en fait de votre endroit. Par exemple, si vous travaillez habituellement dans un open space plutôt bruyant, et que parmi votre charge de travail, vous avez certains moments beaucoup d'appels téléphoniques à faire, peut-être que vous allez vous dire, bon ça je vais préférer le faire à la maison quand je suis tranquille. Il y a certaines personnes qui vont préférer faire chez eux tout ce qui est compte-rendu, rapport, créer un deck pour une présentation, tout ce qui est travaux où vous voulez absolument pas être dérangé, vraiment être bien concentré, parce que vous savez qu'au bureau, c'est pas forcément facile. À l'opposé, peut-être que vous allez privilégier les réunions avec les clients lorsque vous êtes au bureau, parce que là, vous avez une jolie salle de réunion qui est bien équipée et que c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, quand vous allez sélectionner ces activités, vous allez penser aussi à l'énergie dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de coopérer avec d'autres personnes de votre équipe ou d'autres départements sur certaines tâches?
Et donc tout ça, c'est une réflexion à mener, et vous êtes le seul à pouvoir le mener, puisqu'il n'y a que vous qui savez comment est-ce que vous pouvez organiser votre travail. Et puis, peut-être que pour le bureau, si vous êtes notamment, je reviens encore une fois sur les fameux open space, vous allez privilégier des travaux un peu plus légers. J'ai suivi récemment un webinaire qui mentionnait une étude faite par l'Observatoire du télétravail, qui annonçait que les personnes en télétravail avec leurs enfants pendant le premier confinement étaient en moyenne dérangées 30% de moins que lorsqu'ils étaient au bureau. Alors, vous connaissez mon point de vue sur les open space, j'en parle souvent. Les seules personnes qui en font l'apologie, à mon sens, sont généralement les responsables de département qui n'y ont jamais travaillé. Donc pensez à tout ça quand vous allez organiser votre planning de la rentrée. D'ailleurs, vous pouvez peut-être même commencer dès maintenant à vous organiser et à faire votre planification hebdomadaire sur ce modèle. Point suivant, l'équipement. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de ce que je vois là en ce moment, ou de communication, où on ne parle pas de l'équipement. Oui, mais vous allez avoir quand même 2 espaces de travail. Jusqu'à présent, dans un certain nombre de cas, vous aviez pu rapatrier le matériel que vous aviez au bureau chez vous, en totalité, 2 écrans, machin, peut-être pas l'imprimante, mais peut-être que vous en avez acheté une. Demain, normalement, vos écrans, ils vont devoir retourner au bureau, sauf si vous pouvez effectivement voir avec votre chef et votre service informatique pour avoir des setup miroirs, c'est-à-dire exactement le même agencement, que ce soit au bureau ou à la maison. Mais ça va peut-être pas être possible pour tout le monde. En tout cas, la technique de base, c'est d'avoir une bonne caméra, un bon micro-casque pour que tout le monde vous entende, des câbles, etc. Si vous pouvez pas avoir tout en double, c'est aussi à réfléchir par rapport aux tâches que vous allez faire. Par exemple, vous avez peut-être besoin d'avoir 2 très grands écrans parce que vous manipulez, je sais pas, des vidéos, des trucs de cartographie, des gros fichiers Excel. Peut-être que en vous disant, je fais ces tâches-là quand je suis à la maison. Du coup, vous avez votre beau matériel, et puis quand vous êtes au bureau, vous faites des choses un peu plus légères, et peut-être que juste votre portable avec une tablette, c'est amplement suffisant. Ou l'inverse. Enfin, c'est des choses vraiment à réfléchir avec votre responsable, à réfléchir avec le service informatique. Ils ont peut-être des solutions à vous proposer pour que vous n'ayez pas forcément à vous balader avec tout un tas de matériel à chaque fois que vous changez d'endroit. Une chose que je peux vous conseiller, ayant moi-même beaucoup voyagé par le passé, et j'ai été quand même habituée aussi à avoir tout un tas de petits matériels, posez la question justement aux gens de votre entreprise qui voyagent beaucoup. Ils vont pouvoir certainement vous conseiller des petits kits de voyage, que ce soit un sac à dos qui va bien, qui est solide, qui protège, qui est pas trop cher, etc. Des petites pochettes pour ranger les câbles, des marques de matériel. Voilà, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Je suis absolument certaine qu'ils seront ravis de pouvoir vous expliquer comment ça se passe pour eux. Le point suivant, c'est travailler la communication. Alors la communication, quand on est en mode hybride, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le gros sujet, comment s'assurer que tout le monde ait le même niveau d'information en même temps, comment s'assurer que les réunions, on en a parlé, se passent bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, par rapport aux réunions, moi j'ai déjà une astuce qui vient un peu des méthodes d'amélioration continue. Avant de tout changer, on regarde déjà ce qui se passe et ce qu'on peut faire sur l'existant, ce qu'on peut réduire, supprimer, modifier, changer. Donc on va commencer déjà par travailler sur cette partie des réunions. Peut-être qu'on peut réduire le nombre de réunions, et c'est-à-dire du coup réduire le nombre de sujets un peu ou de moments un peu difficiles à gérer quand on est en mode hybride. Petite question que je vous pose à réfléchir, imaginez que vous ne puissiez avoir que 3 réunions par semaine. Lesquelles maintenez-vous et lesquelles remplacez-vous et comment? Sortez votre petit papier, vous avez 30 minutes. Alors voilà, c'est vraiment une réflexion parce qu'il y a quand même beaucoup de réunions qui pourraient être supprimées. On pourrait faire différemment.
Vous faites partie d'un projet, il y a le fameux status report qui est envoyé toutes les semaines, souvent on vous fait une réunion là-dessus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une réunion, un truc en synchrone? Peut-être que juste un fichier avec des commentaires, c'est amplement suffisant. Et puis, une fois toutes les 3 semaines, un mois, on fait vraiment une réunion physique. Pourquoi prendre 1 heure sur un projet, un nouveau projet, quand on pourrait peut-être envoyer, avant le début de la réunion, une petite vidéo qui va présenter vos slides, un peu comme je le fais là en ce moment, pour expliquer le gros de votre projet. Vous demandez aux personnes de regarder ça quand elles ont le temps avant la réunion. Tout le monde arrive à la réunion en connaissant déjà le projet, et puis on n'a plus qu'à passer 30 minutes à discuter des next steps. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut essayer de limiter, plutôt que de faire une réunion avec un de vos collaborateurs pour une délégation. Pourquoi ne pas lui faire une petite vidéo rapide avec Loom qu'on peut installer comme ça sur son navigateur? Vous avez, c'est le petit logiciel, vous avez une petite tête ronde et puis vous pouvez vous balader sur l'écran. Comme ça, vous lui montrez exactement sur le logiciel que vous utilisez ou dans un rapport ce que vous voulez, etc., etc. Vous lui envoyez ça et puis on n'en parle plus, il n'y a pas besoin nécessairement de faire une réunion. Donc, à chaque fois que vous êtes tenté d'organiser une réunion, demandez-vous s'il n'y a pas un moyen de faire autrement. Vous ne pourrez pas toutes les supprimer, bien évidemment, et peut-être même heureusement, mais vous pourriez en supprimer pas mal. La communication, ça passe aussi par les messages et les mails que l'on envoie. Donc, je vais vous donner un petit exemple là à l'écran. On l'a tous envoyé, ce mail, ou on l'a tous reçu. Peux-tu m'envoyer un rapport, le rapport sur le chiffre d'affaires quand tu as 5 minutes? Bon. Alors avec ça, si c'est pas quelqu'un qui vous fait le truc depuis 15 ans, il y a des chances quand même qu'il y ait un certain nombre d'échanges dans tous les sens pour savoir, parce que votre collaborateur, lui, va lui manquer quand même 2-3 petites informations. Alors que si vous lui dites « Peux-tu m'envoyer, s'il te plaît, le rapport sur le chiffre d'affaires du mois dernier au format Excel pour le 28 à midi », les instructions de création du rapport et le modèle se trouvent dans le Share Drive à l'adresse XYZ, c'est quand même beaucoup plus clair. Vous avez quand même beaucoup de chances qu'il n'y ait pas de malentendus, de mauvaise compréhension, et vous n'allez pas passer votre après-midi à chatter pour expliquer à la personne ce que vous voulez, ni faire une réunion. Donc on peut travailler chacun à son niveau la communication. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans les chaussons des autres, écrire et informer comme on aimerait être informé, et donner de la visibilité aux autres. On peut tous être exemplaires dans notre communication, et la force de l'exemple, c'est très important, vous le savez. Dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé il y a quelques années, les personnes qui étaient en temps partiel indiquaient généralement dans leur signature d'email les jours et les heures où elles étaient au bureau et celles où elles étaient off. Pourquoi ne pas utiliser une méthode un peu similaire pour informer vos correspondants des jours où vous êtes à domicile et ceux où vous êtes au bureau? Ainsi, pour organiser une réunion, prévoir des échanges, ça peut être plus facile, notamment pour les personnes en externe qui n'ont pas forcément accès à votre agenda. Et alors, pour ceux qui sont dans votre équipe, mais partagez votre agenda. Je rencontre encore des gens qui ne partagent pas leur agenda au motif que tout le monde peut tout voir. Mais non, réagissez. On est en 2021, c'est faux. Vous pouvez complètement paramétrer les données que les gens voient. Votre assistante, votre proche collaborateur ou collaboratrice, il peut par exemple avoir accès à tout, vos rendez-vous, et voir effectivement le détail, quand les autres vont juste voir les périodes de temps où vous êtes disponible ou pas. C'est quand même beaucoup plus confortable pour organiser des rendez-vous, ça évite des échanges de mails, ça évite des personnes qui sont frustrées parce qu'ils attendent depuis 3 plombes une date ou une heure de votre part et vous êtes débordés et vous leur dites pas. Et puis, pour les membres de votre famille, n'importe quoi, de votre équipe, vous pouvez aussi les informer de vos routines de travail afin qu'elles sachent quand est-ce qu'elles peuvent vous contacter ou quand il faut pas. Donc ça peut être par rapport à votre agenda, on en avait parlé sur l'épisode sur le time blocking, quand on est en deep work, qu'on n'a pas forcément envie d'être dérangé, on en informe. Donc on peut le mettre soit dans l'agenda, soit bien juste donner des instructions claires à partager à votre équipe.
J'ai récemment eu l'occasion d'apprendre que certaines personnes créaient des sortes de wikis sur comment bien collaborer avec elles, en indiquant des horaires, des jours, des façons idéales de leur parler. On peut faire un peu la même chose, sans être forcément très formalisé, mais peut-être qu'au niveau de votre équipe, vous pouvez faire un petit tableau comme ça pour que chacun puisse être contacté au mieux sans être trop dérangé. La technologie nous offre pas mal de possibilités, on va l'utiliser au mieux. L'idée, encore une fois, c'est de prendre le mieux du monde du travail à domicile et du monde du travail à la maison. Alors un petit rappel de ce qu'on a vu donc aujourd'hui, c'est que le changement, ça commence par soi. On a parlé des jours de travail, on a parlé des tâches de travail que l'on peut faire dans les deux modes, on a parlé des équipements et puis on a parlé aussi de la communication. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à poser des questions à votre manager, à l'inciter ainsi à une concertation d'équipe. Parce qu'il n'y a pas de solution unique qui va pouvoir s'appliquer à toutes les équipes de toute une entreprise. Ce qui va marcher pour l'informatique, ça marchera peut-être pas pour la finance et encore moins pour la communication et pas du tout pour les RH. Donc c'est vraiment important que chaque patron de département, chaque manager en soit bien conscient, et on va en parler dans le prochain épisode, mais c'est aussi important, si vous voyez dans l'équipe que votre chef, il a pas l'air de trop savoir, il prend pas trop le taureau par les cornes, allez, on y va, on le booste un petit peu, vous lui expliquez ce que vous avez envie de faire, vous venez vers lui avec des solutions, pas seulement juste des problèmes et des questions, mais en lui suggérant, voilà, de travailler et d'essayer de trouver une façon optimale de travailler pour l'équipe afin d'améliorer le bien-être de chacun. Et quand on est bien dans son poste, généralement, on est beaucoup plus efficace, on est plus concentré, et c'est ce qu'on veut quand on est manager, donc il risque de ne pas de vous écouter, il va pas vous mettre dehors. Donc voilà les points qu'on a vus pour aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera du travail du manager avec son équipe. Alors restez connectés et on se retrouve très très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le liker, à le partager avec des personnes de votre entreprise, de votre famille, de votre entourage. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!